Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans la chronique du jour, je vais vous proposer d'embarquer avec moi dans un petit exercice de pensée. Alors, une fois n'est pas coutume, puisque j'ai l'habitude dans mes chroniques de souligner les paradoxes de nos organisations énergétiques modernes ou les inepties technologiques qui sont censées nous aider à utiliser moins d'énergie et qui, pour mener à bien ce beau projet, ont besoin d'énormément d'énergie. Là, je vais changer. Au programme du jour, on va essayer d'imaginer la ville idéale. Ce type de projection, elle avait le vent en poupe au XIXe siècle dans le sillage du projet coopératif de M. Fourier. Donc à Guise, par exemple, on peut encore découvrir aujourd'hui les traces de ces utopies manufacturières. Il est en effet possible d'y sillonner le Familistère, pensé par Jean-Baptiste André Gaudin, fondateur d'une fabrique de poêles et cheminées encore bien connue. Ce bâtiment, il avait pour ambition de permettre à plusieurs familles d'ouvriers d'y vivre, mais aussi d'accéder facilement à différents services. Éducatifs en premier lieu, culturels, mais aussi consuméristes, grâce à l'établissement d'un magasin coopératif. Et donc, si la passion pour la productivité et les limites que l'on voit clairement d'une organisation où se mêlent autant travail et vie personnelle et familiale, il n'empêche que ce type de projet est particulièrement intéressant dans sa propension à positionner en son centre la recherche de satisfaction des besoins fondamentaux et le développement d'une qualité de vie certaine, seulement peut-être un peu trop contingente à la mise à disposition du patron de sa force de travail. Aujourd'hui, les recherches utopistes pour mettre sur pied des cités idéales de travailleurs sont abandonnées, mais on continue d'imaginer des espaces de vie utopiques qui répondraient à nos enjeux contemporains. Donc il y a de nombreux architectes qui se mesurent d'ailleurs déjà à l'exercice, comme Paolo Soleri qui imaginait en 1970 l'éco-village prototype Arco Santi en Arizona, fondé sur des infrastructures à l'empreinte environnementale très limitée, mais en mesure de répondre aux besoins des habitants, ou encore le studio néerlandais Water Studio, qui propose des installations bleues, soit des infrastructures offshore entièrement végétalisées pour apaiser les villes côtières mises en difficulté face au dérèglement climatique. Globalement, nos villes idéales contemporaines, elles sont résilientes, végétalisées, accueillantes pour la biodiversité endémique et surtout autonomes pour limiter les flux nécessaires à leur fonctionnement. C'en serait donc fini des grandes villes abreuvées par des réseaux très polluants, empruntés par des fournisseurs de denrées alimentaires, manufacturières ou énergétiques. La cité idéale moderne permettrait de tout faire sur place. De mon côté, j'ai donc envie de prendre part à cette activité de projection collective et j'ai pensé à quelques leviers qui me semblent pertinents pour que les villes soient autonomes, pour ce qui concerne l'énergie en tout cas, et donc en partie respectueuses des limites planétaires. Une première décision qui serait en mesure de bouleverser nos modalités organisationnelles serait de reconnaître le rôle crucial que les habitants et habitantes d'une ville jouent dans la structuration de son modèle énergétique. Très concrètement, les citoyens et citoyennes peuvent déjà participer à la production d'énergie en installant des dispositifs relatifs à l'autoconsommation. Ensuite, il est nécessaire d'intégrer les individus à un processus ambitieux visant la politisation de l'énergie, et ce en invitant tout le monde à participer aux prises de décision et à l'élaboration des stratégies collectives relatives au sujet. Cette approche assurerait une conception de l'organisation énergétique ne se satisfaisant pas des seules considérations consuméristes et économiquement profitables, mais embrassant une vision bien plus large. Si on mesure l'énergie dans toute sa complexité politique, on aborde en effet de front les questions environnementales, sociales et géopolitiques s'y afférents. De fait, on participe à un accroissement d'une conscientisation des enjeux induits par chaque décision concernant ce secteur. Et pour augmenter les possibilités de le rendre vertueux grâce à des choix d'orientation guidés par le souci de l'environnement et de la justice sociale, il faut entamer ce travail de politisation par un questionnement approfondi des besoins en énergie. Il s'agirait d'inverser la logique actuellement en vigueur et de se demander pourquoi on a besoin d'énergie, plutôt que de partir d'un état des lieux de nos consommations énergétiques pour ensuite définir un système de production et de distribution performant. Et je pense que cette approche, elle prend tout son sens et toute sa vigueur politique à la lumière de la notion de besoin artificiel, telle que proposée par le sociologue Razmid Kocheyan, ou Kocheyan, je suis pas sûre. L'auteur oppose ainsi les besoins artificiels des besoins authentiques, qui englobent les besoins inévitables, puisque relatifs à notre survie physique, et ceux importants pour notre bien-être. La recherche de cette redéfinition authentique offre des perspectives d'émancipation face à la facticité de besoins toujours plus grands, générés par des frustrations entretenues par le capitalisme néolibéral, comme par exemple le besoin de posséder le dernier iPhone ou de racheter un énième t-shirt vert.
Cette réflexion, elle doit s'inscrire dans une démarche démocratique pour être juste et serait à la source d'une planification écologique et sociale de nos organisations sociales qui redéfinirait, à l'aune de ce périmètre réduit des besoins auxquels répondre, les logiques de répartition et d'usage de nos ressources, y compris énergétiques. Cette approche par les besoins, elle suppose donc une relecture de l'ensemble de notre organisation sociale et c'est, il me paraît, une voie souhaitable pour réellement mettre en œuvre la transition énergétique et éviter de proposer des solutions qui sont simplement des pansements ou des améliorations à la marge de nos penchants productivistes et consuméristes sans jamais s'embarrasser de remises en question profondes. Ces solutions sont évidemment déjà de très grands pas. Mais si on continue de consommer et de produire en suivant les mêmes ordres de grandeur que ceux responsables du dérèglement climatique, on va seulement déplacer le problème. Attardons-nous sur l'enthousiasme pour le développement des énergies renouvelables. Ces dernières sont certes de bonnes remplaçantes des énergies fossiles pour diminuer les gaz à effet de serre, mais sans réflexion sur la dimension usage et les quantités d'énergie nécessaires, l'industrialisation de leur déploiement entraîne immanquablement d'autres problématiques environnementales liées notamment à l'extraction de terres rares. Le point de départ de la transition ne peut être juste une réorientation du système socio-technique actuel, mais bien une réduction massive des besoins structurant ce dernier. Pour cela, nos modes de vie doivent s'extraire de l'individualisme. De plus en plus de voix s'élèvent à ce sujet et soulignent la folie que représente le modèle social de réussite par excellence articulé autour d'une cellule fantasmée, la famille nucléaire. Plongée dans les mythes néolibéraux, cette dernière est considérée comme figure à suivre, en particulier si elle possède une voiture dernier cri, une grande maison avec jardin et la capacité de partir à l'autre bout du monde une fois par an pour pouvoir revenir et dire à tout le monde combien en fait on a besoin de rien pour être heureux. Je suis un peu caricaturale, mais ce mythe ne peut durer si l'on veut être un tout petit peu sérieux face à la catastrophe environnementale. Aussi, plus que de valoriser comme socle central de nos modes de vie la propriété individuelle, il s'agirait de redonner toutes ces lettres de noblesse au commun. C'est en partageant que l'on sera en effet en mesure de rationaliser nos besoins et usages et de limiter nos consommations énergétiques. Si on prend l'exemple de l'électroménager pour illustrer le propos, je vais rien dire de bien révolutionnaire ici, mais il paraît quand même insensé que presque tous les appartements de cette ville, par exemple, occupés en moyenne par grand maximum 5 personnes, parfois seulement une, soient équipés de machines à laver, de lave-vaisselle, de machines à pain, de perceuses et autres robots de cuisine. Alors je reconnais bien le caractère ultra pratique de tout cet attirail personnalisé, mais parfois je pense à la série Friends et à l'épisode où Rachel se rend à la laverie du hall de son immeuble. Non seulement elle a plus de place chez elle pour entreposer des choses plus intéressantes, mais elle a une empreinte écologique un peu plus basse, puisqu'elle ne participe pas à la production industrielle d'objets électroniques très énergivores, tant dans leur usage que leur modalité de fabrique, et surtout, elle partage avec d'autres le moment du linge. Et c'est là que se trouve le point central et final de ma réflexion, la recherche de joie comme projet social et politique. Pour pouvoir repenser nos besoins et s'assurer de les requalifier en fonction de leurs impacts environnementaux et dans une optique de réduction de nos consommations énergétiques, une première perspective serait d'embrasser pour horizon la multiplication des espaces de convivialité et de rencontres. Repolitiser la joie, c'est d'abord un refus de tout ce que le monde a de plus délétère et qui nous entraîne dans un consumérisme effréné. Les frustrations, l'apathie, la morosité, l'aliénation à un système écrasant et productiviste, l'atomisation des solidarités qui ne permet plus rien d'autre que la course à la propriété pour être en mesure de répondre à ses besoins, et les inerties systémiques qui ne nous offrent plus d'espace de réinterrogation du sens de nos actions. C'est Raoul Van Heijgem qui m'a soufflé la perspective de la joie comme élan politique, en mesure de redessiner des contours clairs à nos besoins et de réduire ainsi notre gourmandise énergétique. Ayant appelé de ses voeux le mouvement Mai 68, cet auteur oppose la vie à la survie et nous souffle un projet énergisant. Ce qui compte, c'est de transformer le monde, enfin, en se laissant guider par une pulsion de vie poétique, jubilatoire et j'ajouterai collective. Et alors, la sobriété ne serait plus un gros mot, puisque nous ne serions plus des êtres tristes et seuls, condamnés à se rabattre sur l'acquisition de tout un tas de choses plus ou moins utiles pour se consoler.